Ravi de vous retrouver dans le cadre de cette demi-heure de l'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, à Brazzaville, l'heure est au premier bilan pour le directeur général du FONEA d'effectuer une visite d'évaluation dans les sites de formation en perlage afin de mesurer l'impact de cette initiative qui concerne près de 811 jeunes. Le débat sur les libertés individuelles prend de l'ampleur dans plusieurs sociétés. 31 pays africains sont toujours réfractaires à l'homosexualité. Qu'en est-il du Congo? Élément de réponse dans cette édition. En Ouganda, le pays instaure des contrôles aux frontières face à l'épidémie d'Ebola. Le pays a déjà pour effectif un patient atteint. Voilà pour les titres. Restez avec nous pour nous dire oui. Je le disais d'entrée de jeu, après 15 jours de formation en perlage initiée par le FONEA, l'heure est au premier bilan. Le directeur général de cette structure a effectué une visite d'évaluation à mi-parcours des différents sites de formation afin d'apprécier l'évolution des apprentissages, encourager les bénéficiaires et mesurer l'impact de cette initiative qui concerne près de 811 jeunes. Michel Opakwele, Bonel Missier et Klejvi Moudinga. Dans le cadre de la promotion de l'insertion professionnelle des jeunes Congolais à travers des filières porteuses, le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage FONEA poursuit sa dynamique d'accompagnement et de formation. Après le lancement officiel le 20 avril dernier d'une session dédiée au perlage, une visite d'évaluation a été effectuée par le directeur général de cette structure afin de mesurer l'évolution des apprenants après 15 jours de formation intensive. Cette descente a débuté au siège du FONEA avant de se poursuivre à Sonné-la-Boutancy, lieu retenu pour la formation. Selon le chargé de communication, cette initiative vise avant tout à offrir aux jeunes des compétences pratiques capables de favoriser leur autonomisation. Étant donné que la mission du FONEA, c'est l'employabilité, c'est-à-dire que c'est de faire à ce que les jeunes puissent avoir accès à l'emploi, emploi salarié ou auto-emploi. Donc ces jeunes-là, après ces formations-là, vont vendre ces articles auprès des Congolais. Au cours de cette visite, le directeur général du FONEA a quant à lui exhorté les apprenants à faire preuve de persévérance, de sérieux et d'engagement afin de tirer pleinement profit de cette opportunité mise à leur disposition. Je suis très heureux de voir cette évolution après 3 semaines de formation. Nous serons là à vous accompagner jusqu'à votre bout. Plein courage et puis à très bientôt. Une initiative saluée par les bénéficiaires qui n'ont pas caché leur satisfaction. Pour eux, cette formation représente une véritable chance d'acquérir un savoir-faire, mais également une perspective d'avenir et d'autonomie professionnelle. J'étais déjà intéressé avant que je puisse intégrer cette formation parce que je suivais ça sur les internets, comment les femmes fabriquent les sacs et j'étais vraiment intéressé. Et quand on m'a parlé de ça, je me dis waouh, c'est une opportunité de créer aussi les marques moi-même. Je suis venue apprendre à fabriquer mes sacs à main en perlage parce que de base, je suis styliste, accessoriste, traduit moderne au nom de Kitambala Yamboka Congo depuis 2019. Comme je m'aimerais ouvrir mon entreprise, lorsque j'ai appris que FONEA a lancé la formation en sac, j'ai dit waouh, ça va m'aider à ajouter encore un plus sur mes accessoires que j'accompagne mes mariés au fait. Au total, près de 811 personnes bénéficient de cette formation gratuite et accessible à tous. Cette initiative vise ainsi à offrir aux jeunes personnes sans emploi des compétences pratiques. Cette initiative pouvant leur permettre de créer leur propre activité génératrice de revenus. À Pointe-Noire, la quête d'un toit en location se transforme de plus en plus en un véritable parcours du combattant. Entre frais de visite injustifiés et absence de cadre légal, les démarcheurs immobiliers sont aujourd'hui la cible d'une grande populaire grandissante. Prince Charlie Tikaya s'est penché sur cette question. Voici ses notes de reportage. Dans un contexte économique déjà tendu par la cherté de la vie, un acteur de l'ombre cristallise toutes les frustrations, le démarcheur.
Initialement perçu comme un facilitateur, cet intermédiaire est désormais synonyme d'abus de confiance pour de nombreux Pontonégrins. Le grief principal des citoyens repose sur la multiplication des frais. Rien que pour la visite, il faut payer, même si la maison a été déjà occupée bien avant. Et si la maison vous a plu, il faut encore débourser une somme, nous a confié sous l'anonymat une dame. Cette double peine financière souvent exigée sans aucune garantie de succès pèse lourdement sur le budget des ménages en quête de stabilité. Le véritable nœud du problème réside surtout dans le caractère sauvage de cette activité. Faute de reconnaissance légale et de régulation, n'importe qui s'improvise agent immobilier, qui utilise les mêmes plaques rudimentaires avec les mêmes informations et qui datent de plusieurs mois. Un citoyen souligne cette dérive. Cette opacité laisse le champ libre aux arnaques en tout genre, privant les locataires de tout recours juridique en cas de litige. Face à ce chaos, les populations réclament une restructuration urgente du marché. Si certains suggèrent de privilégier les agences immobilières professionnelles, encore faut-il que celles-ci soient visibles et accessibles. L'urgence d'un cadre réglementaire clair ne fait plus débat pour protéger les citoyens et assainir le secteur. Poursuivons ce journal avec cette autre information. 31 pays africains continuent de réprimer juridiquement l'homosexualité, alors même que le débat sur les libertés individuelles prend de l'ampleur dans plusieurs sociétés. Le constat montre que la majorité des États africains maintient des lois pénales visant les relations consenties entre des personnes de même sexe. Prince Charlie Ticker. Cette situation alimente un climat de peur pour de nombreuses personnes concernées, confrontées non seulement à la menace judiciaire, mais aussi à la stigmatisation sociale et familiale dans plusieurs pays. À l'instar du Sénégal, la pénalisation de l'homosexualité s'accompagne de discours politiques. En effet, le pays avait annoncé une amende de 2 millions de francs CFA assortie d'une peine allant de 5 à 10 ans de prison. Qu'en est-il du Congo? L'inquiétude est d'autant plus forte que la tendance n'est pas seulement au maintien du statu quo, mais parfois au durcissement. L'exemple de l'Ouganda, où la loi est encore plus dure car elle incite les populations à dénoncer toute personne susceptible d'appartenir à la communauté LGBT+. Pour les défenseurs des droits de l'homme, c'est une atteinte aux droits individuels. En effet, ils rappellent que la dépénalisation ne constitue pas une revendication marginale, mais une exigence de justice et de non-discrimination. Pourtant, des pays comme le Botswana, la Namibie, l'île Maurice ont fait le choix d'interdire les discriminations sur l'orientation sexuelle. Mais de l'autre côté, les lois et textes se heurtent à la culture africaine. En fait, la tradition africaine désigne ou indique que le couple amoureux est réservé à l'homme et la femme, et non pas aux personnes de même sexe. À Brazzaville, l'exposition des aliments à ciel ouvert dans plusieurs espaces de vente suscite de vives inquiétudes sanitaires encourues par la population entre manque d'hygiène, prolifération des mouches et danger de contamination. Bonel Missier, Eli Eliums et Welcome Ayondé. À Brazzaville, la vente des aliments à ciel ouvert demeure une pratique courante de plusieurs marchés et coins de rue. Exposés à la poussière, aux mouches et à diverses contaminations, ces produits alimentaires représentent pourtant un véritable danger pour la santé des consommateurs. De nombreux commerçants, parfois par manque de sensibilisation ou de moyens, continuent de vendre viande, poissons, fruits ou plats préparés sans protection adéquate. Cette négligence favorise la prolifération des bactéries et des maladies transmises par les mouches, telles que les infections intestinales, la diarrhée ou encore la fièvre typhoïde. Face à cette situation préoccupante, certains citoyens s'inquiètent des conséquences sanitaires et appellent à une prise de conscience collective. Il y a des fois, j'ai remarqué, il y a des gens qui achètent des tomates dans la rue, alors c'est pas trop hygiénique. Il y a une différence entre les gens qui préparent à la maison et les gens qui préparent au restaurant, comme les cuisiniers. Il faut toujours porter des gants, il faut être carrément propre. Et là où tu es, ton endroit de travail, ça doit être propre. Et ce que tu prépares, avant d'envoyer, il faut d'abord goûter. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Dans le thème culinaire, la nourriture doit être bien cuite, bien conservée. Vraiment, on évite qu'il puisse avoir un décalage avec des clients parce que c'est la prison. Hein. L'hygiène alimentaire est ainsi l'affaire de tous. Commerçants, cuisiniers et consommateurs doivent adopter des comportements responsables afin de garantir une meilleure protection sanitaire pour l'ensemble de la population.
Lancement ce mardi 19 mai 2026 des épreuves écrites du BPC blanc à Dolizy dans le département du Niari par le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire et de l'alphabétisation du Niari, Serge Roland Calat. Le reportage est de Josephat Decous. Ce mardi 19 mai 2026 à 9h, Serge Roland Calat, directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation du Niari, a procédé au lancement officiel des épreuves écrites du BPC blanc au CG central et à l'école privée Moukob Timbi de Dolizy. 5103 candidats dans le département du Niari repartis dans 8 centres à Dolizy et 32 à l'intérieur du département affrontent ces épreuves écrites du BPC blanc. Question d'affûter leurs armes pour affronter le BPC rouge en juin prochain. Serge Roland Calat a d'abord exhorté les candidats à plus de courage et de sérénité avant de leur souhaiter bonne chance. Nous venons donc ici pour lancer les épreuves du BPC blanc qui constituent pour nous le dernier test, le dernier réglage pour constater votre niveau de préparation. Je vous trouve déjà très motivé, ça augure déjà des bons résultats. Nous aimerions que cette année, nous ayons plus que l'année passée. Parce qu'une équipe qui ne s'entraîne pas ne peut pas gagner une compétition. N'ayez pas peur, faites comme si vous êtes en train de passer les devoirs de classe. Même si les conditions ont changé, mais ce sont les mêmes choses qu'on vous donne. Ce que vous avez vu en classe, on ne va pas vous évaluer sur ce que vous n'avez pas vu. Donc je vous souhaite bonne chance et bon travail. Guy Gaston Vombit, chef de centre à l'école Moukob Timbi, rassure du bon déroulement des épreuves dans ce centre. Les épreuves se déroulent très bien puisqu'on venait à peine de lancer la première épreuve, les mathématiques. L'après-midi, les enfants vont plancher sur l'histoire et la géographie. Tous les surveillants sont là. Ça se déroule très bien, il n'y a pas de couac, il n'y a pas de problème. Ça se déroule très bien. Quant aux candidats qui affrontent cette première épreuve de mathématiques, les avis sont divergents. J'ai constaté que le contenu est plutôt abordable, que toutes les leçons que nous avons étudiées, c'est ce qui se trouve sur la planche. Le sujet de lui, c'est pas trop abordable, ça va. Bon, le sujet, c'est pas mal. La plupart des leçons, on a déjà fait ça en classe. Je suis content parce que c'est pas trop difficile. Au moins, j'aurai la moyenne. Je vois que le sujet est abordable et que les questions sont vraiment excellentes. Avec un peu de stress, mais avec confiance. À Brazzaville, cette fois-ci, à quelques jours du lancement des examens d'État, l'effervescence gagne du terrain dans les établissements scolaires. Les candidats au bac et au BPC peaufinent leur dernière révision. Le reportage est de Bonel Missier, Eli Eliums et Welcome Ayundi. À l'approche des examens d'État, la pression monte chez les candidats au bac et au BPC. À Brazzaville, entre révisions intensives, séances de préparation et conseils des enseignants, les élèves se mobilisent pour affronter cette étape décisive de leur parcours scolaire. Dans plusieurs établissements de la capitale, les candidats ont exprimé leur détermination et leur confiance malgré le stress qui accompagne ces épreuves. Je suis en train de préparer l'examen. Là, je suis vers la fin. Ça se passe bien. Les travaux dirigés, les profs sont gentils avec nous. Ils nous enseignent bien. Je suis un élève de terminale C. Je fréquente à Lumumba. Les examens se préparent bien. On fait les TD. Nos profs nous conseillent pour les préparatifs du rouge qui se déroulent. Je vous souhaite bonne chance pour le 2 juin. J'espère que l'année prochaine, on sera tous à l'université. Chacun fera son choix selon la matière qu'il va essayer de développer comme son travail. Ils sont vraiment prêts pour cet examen. Je peux dire à mes enseignants de continuer à me montrer. Pour de nombreux candidats, la réussite au BPC ouvrira les portes du lycée, tandis que le baccalauréat représentera un passeport vers l'université et les études supérieures. À Brazzaville, l'heure est donc à la concentration et à la mobilisation générale pour garantir une session d'examen réussite. L'ouvrage « Entreprendre les jeunes au cœur de l'Afrique » de l'écrivain congolais Dean Elvis Okombitsa Lisson a été présenté officiellement le samedi 16 mai 2026 à l'hôtel Radisson. L'auteur a partagé sa vision de l'entrepreneuriat comme moteur de transformation sociale et économique. Bonel Missier et Klejvi Moudinga.
L'écrivain congolais Dean Elvis Combitialisson a officiellement présenté ce samedi 16 mai 2026 son nouvel ouvrage intitulé « Entreprendre les jeunes au cœur de l'Afrique » dans le prestigieux cadre de l'hôtel Radisson. Déjà présenté en février 2025, lors de l'émission L'Armaton, cet ouvrage met en lumière les défis auxquels font face les jeunes africains, particulièrement dans le domaine de l'entrepreneuriat. À travers ses 94 pages, Dean Elvis Combitialisson propose un véritable guide pratique destiné à encourager la jeunesse à créer, innover et bâtir des entreprises, même avec des moyens modestes. J'ai écrit entreprendre parce que j'en avais assez de deux réalités qui me pesaient. Le besoin, évidemment, de la jeunesse congolaise à entreprendre. Le deuxième problème, c'est les manuels importés. Entreprendre n'est pas un livre de théorie, c'est le carnet de route de quelqu'un qui a encaissé des coups. Entreprendre est un acte patriotique. Ce que vous trouverez dans ce livre, surtout pour les jeunes, je ne vous vendrai pas du rêve, mais pas du tout, mais parce que la réalité chez nous est très loin du rêve. Mais ce livre est structuré en 3 blocs principalement. La première des choses, c'est tuer les mensonges. 2, l'État va t'aider. 3, attends le bon moment. Le bon moment, c'était hier. Et peut-être même encore aujourd'hui. S'inspirant des réalités sociales et économiques que vivent de nombreux jeunes, l'auteur insiste sur l'importance de la créativité, de l'audace et de la persévérance. Selon lui, entreprendre ne nécessite pas toujours d'importants moyens financiers, mais surtout une vision, une détermination et une capacité à transformer de petites opportunités en grands projets. On se pose la question alors, pour qui est destiné ce livre? Pour le jeune de Mukondo qui vend du pain au bord de la route? Pour la maman de Pointe-Noire qui structure sa petite boutique? Pour l'ingénieur, pour le grand cadre, diplômé sans emploi, qui en a assez de postuler et qui veut créer quelque chose. Ce livre partage à ces 3 catégories de personnes une expérience du vécu. Ce livre est aussi une réponse à ceux qui disent qu'ils attendent l'État. Dans ce livre, je leur dis, attendre l'État, c'est très difficile. Au cours des échanges, plusieurs invités ont adressé des questions pertinentes à l'auteur sur sa vision, les motivations derrière son livre ainsi que les solutions qu'il propose à la jeunesse africaine. Disponible au prix de 10 000 francs CFA, Entreprendre les jeunes au cœur de l'Afrique est accessible dans les boutiques L'Armaton. Cette activité culturelle s'est achevée dans une atmosphère chaleureuse, marquant ainsi une étape importante dans la promotion de la littérature entrepreneuriale au Congo. Revenons à Pointe-Noire pour dire que l'association Alumni Isaac Newton a organisé un concours inter-école baptisé Olympiade, réunissant 28 élèves des séries C et D dans le but de préparer les candidats au baccalauréat. Rudy Maswangi et NG La Merveille. Dans le cadre de la préparation des candidats aux examens d'État qui pointent à l'horizon, l'association Alumni Isaac Newton a organisé la première édition des Olympiades des sciences, un concours inter-école destiné aux élèves des classes de terminale réunissant 6 écoles. Au total, 28 candidats ont pris part à cette initiative, notamment les séries C et D, à travers des épreuves de mathématiques, de sciences physiques et de culture générale. Dans le but d'évaluer leur niveau, au-delà de la compétition académique, les participants ont également été initiés aux outils numériques et à l'intelligence artificielle. Cette activité marquée par la participation de plusieurs partenaires qui ont exposé en vue de préparer ces futurs bacheliers et la récompense des meilleurs candidats a permis de promouvoir l'excellence scolaire et de renforcer l'accompagnement de ces futurs candidats. Le premier prix de cette édition est revenu à Kouila Prodige, distingué pour l'excellence de ses résultats durant la compétition. Les participants ont également partagé leurs impressions au terme des épreuves. Premièrement, je suis vraiment heureuse parce qu'en venant ici, je ne m'attendais pas du tout à être parmi les gagnants. Moi, en tête, c'était juste découvrir en fait et voir pour avoir une vision de ce que je ferais à venir. J'étais juste venue ici pour la découverte, mais être parmi les gagnants, ça me fait aussi beaucoup plaisir et je suis vraiment heureuse.
Mon conseil, ce serait de ne jamais hésiter parce que lorsqu'on ne veut pas, lorsqu'on n'a pas le courage de l'obligation de participer, on doit avoir en fait cette motivation. Parce que moi aussi, j'hésitais. Je ne voulais même pas m'inscrire, mais après, mon instinct m'a dit, vas-y, essaye, tente, on verra le résultat. De son côté, le président de l'association est revenu sur le bien fondé de cette initiative qui vise à promouvoir l'excellence académique. Alors, c'est un projet associatif qui nous tenait vraiment à cœur, que nous avons mis aujourd'hui à exécution pour une première édition. Et le but, c'est d'essayer d'identifier donc les meilleurs talents qu'on peut avoir dans nos différentes écoles ici au niveau des quartiers Vungu, Mota et Mpaka, et leur donner les moyens, les informations nécessaires pour qu'ils avance au niveau supérieur aussi. Alors, c'est une première édition. Nous avons ciblé 10 établissements pour cette première édition, mais malheureusement, pour les raisons techniques, je dirais, ou bien des raisons internes de chaque établissement, certains n'ont pas pu répondre présent à ce rendez-vous. Un échange B2B a permis aussi à mieux cerner leur savoir. Cette première édition des Olympiades des sciences aura enfin permis de conjuguer l'évaluation, l'encadrement pédagogique et l'ouverture aux outils numériques. Et en sport, les Diables Rouges sont désormais fixés sur leur sort à l'issue du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027. Ils bénéficieront de la poule G aux côtés des nations camerounaises, comoriennes et namibiennes. Mais avec qui le feront-ils? Élément de réponse dans ce reportage de Prince Charlie Tikaya. Le compte à rebours est lancé, mais le chronomètre de la Fédération congolaise de football paraît bloqué. Alors que la CAF s'apprête à sceller le destin des nations africaines pour l'édition 2027, le Congo, lui, brille par sa léthargie administrative. Fabrizio Cezana, pompier de service après le manque de résultats d'Isaac Ngata, continue néanmoins jusqu'à ce jour d'assurer un intérim qui s'éternise, faute de décision officielle. Aussi, aucun appel à candidature à ce poste n'a été lancé, certainement à cause de ce feuilleton qui perdure entre les deux entités majeures du football congolais. Le parfum de la discorde entre fédération et ministère trouvera peut-être apaisement à l'issue du séjour de travail des membres de la FIFA à Brazzaville, qui certainement aboutira à des solutions palliatives. Notons que les Diables Rouges du Congo auront l'obligation de se racheter après toutes ces déroutes enregistrées ces dernières années. Mais peut-on sérieusement préparer une campagne de qualification sans un patron aux manettes? À l'échelle internationale et précisément en Ouganda, le pays instaure des contrôles aux frontières face à l'épidémie d'Ebola. L'Ouganda a déjà enregistré son premier cas de patient atteint de la nouvelle souche découverte en République démocratique du Congo. Suivez. L'Ouganda instaure des contrôles aux frontières face à l'épidémie d'Ebola. Le pays a déjà enregistré son premier cas de patient atteint de la nouvelle souche Bundibugyo découverte en RDC voisine. Les autorités craignent une contamination à grande échelle. Des mesures de désinfection sont mises en place par endroits depuis l'urgence sanitaire internationale décrétée par l'OMS. Lorsque nous avons appris la nouvelle concernant Ebola, nous avons tout d'abord dû expliquer au personnel soignant travaillant dans des établissements de santé comment se protéger au mieux contre tout contact avec des personnes susceptibles d'être atteintes d'Ebola ou soupçonnées de l'être. Le gouvernement ougandais a exhorté les voyageurs à la prudence et à rester informés via les canaux officiels de l'État ou de l'OMS, tout en privilégiant la sécurité et le respect des mesures sanitaires. Ce n'est pas la première fois que nous vivons cela en tant qu'habitants de Bundibugyo. Cela s'est déjà produit et comme c'est une situation que nous avons déjà connue, je pense que le gouvernement a les moyens de gérer ce problème s'il venait à se poser, même aujourd'hui. L'Organisation mondiale de la santé a évoqué une multiplication des signes de propagation rapide de la nouvelle souche d'Ebola, indiquant que l'épidémie a fait au moins 90 morts et des centaines de cas contacts dans la région entre la RDC et l'Ouganda. Le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale, Siméon Oyono Essono, s'est rendu à Moscou lundi et a rencontré son homologue russe, Sergei Lavrov. Suivez.
Le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale a rencontré son homologue russe lundi à Moscou. Simeon Oyono, Essono et Sergei Lavrov ont échangé sur le renforcement de leur coopération de défense ainsi que sur le rôle de la Russie en Afrique. Bien sûr, nous sommes toujours prêts à poursuivre notre coopération militaro-technique. Nous avons une bonne tradition en la matière et nous sommes toujours disposés à vous écouter et à répondre autant que possible à vos besoins dans le domaine des capacités de défense. À son tour, le chef de la diplomatie équato-guinéenne a salué l'engagement de la Russie en matière de sécurité au Sahel et en République centrafricaine. Nous voyons ce qui se passe au Sahel, l'implication de la Russie dans la défense et la sécurité dans cette région du continent africain a donné d'excellents résultats grâce à l'intervention de la Russie pour promouvoir la paix et la sécurité au Sahel. On peut en dire autant en Afrique centrale. De 1974 à 1978, l'URSS était le seul fournisseur d'armes de la Guinée équatoriale. La Russie a soutenu la création d'une nouvelle brigade d'intervention rapide de 684 membres en Guinée équatoriale. Et pour terminer, la France et l'Algérie souhaitent ouvrir un nouveau chapitre de leur coopération judiciaire. En déplacement à Alger depuis dimanche, le ministre de la Justice a confirmé cette démarche. Reportage. La France et l'Algérie souhaitent ouvrir un nouveau chapitre de leur coopération judiciaire. En déplacement à Alger depuis ce dimanche, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a fait plusieurs déclarations confirmant la démarche d'apaisement voulue par Paris. Le garde des Sceaux a été reçu par son homologue algérien Lofti Boudjema, concrétisant la reprise de la coopération judiciaire. Ce lundi, Gérald Darmanin a été reçu pendant plus de 2 heures par le président Abdelmadjid Tebboune. Ils ont notamment évoqué les moyens de réparer la relation entre leurs deux pays. Le garde des Sceaux a précisé avoir évoqué le cas de Christophe Glaise, journaliste sportif arrêté en Algérie dans le cadre d'un reportage et condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Gérald Darmanin a aussi dit avoir discuté de la coopération judiciaire pénitentiaire, de la lutte contre la criminalité organisée, du dossier de la DZ Mafia et de l'affaire des biens mal acquis. Pour rappel, les tensions ont éclaté à l'été 2024 lorsque Paris a apporté son soutien à un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour les territoires disputés du Sahara occidental. C'est ainsi que se referme cette session d'information. Ce soir, notez que l'échec est le fondement même de la réussite. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir.